Conférence cool. Je m'excuse encore pour la semaine dernière, mais c'était vraiment très compliqué de tout faire en même temps. Cette semaine, on va parler de la Fed. Hein, c'est le sujet du moment. On est à la fois, on a eu tous les échos du départ ou de la non-arrivée de Larry Summers à la tête de la Fed. Et puis il y a cette réunion aujourd'hui et demain de la Fed qui devrait aboutir à la mise en place d'une opération de réduction d'achat d'actifs. Et puis on parlera aussi, parce que j'ai eu l'opportunité de le faire, et puis il y a une loi qui est en train de passer à l'Assemblée. Il m'a semblé intéressant de revenir sur les questions immobilières, parce que voilà, la question qui est posée, et qui a été posée par Cécile Duflot, est de dire il faudra qu'à la fin de la mandature, on soit à 500 000 logements construits par an. On verra ce qu'il en est et on verra comment on peut réfléchir à cette question. Et puis il y a quelques problématiques qui sont posées sur cette loi dite loi Allure. Voilà, mais on va commencer par des questions plus conjoncturelles qui sont importantes aussi parce que tout ne passe pas par la Fed mais on verra ce qui m'intéressera sur la Fed aussi. C'est une question qui m'a été posée ce matin dans un conseil, c'est de dire mais pourquoi les taux européens suivent-ils autant les taux de la Fed et pourquoi les taux longs européens plutôt suivent les taux longs américains aussi facilement et aussi directement. Et donc il m'a semblé intéressant d'apporter deux, trois éléments de réponse sur cette question. Alors on va commencer sur la conjoncture. Alors n'hésitez pas à poser des questions. Hein. Vous avez l'opportunité par le biais de la messagerie de poser des questions. Donc n'hésitez pas à le faire. Hein. Ce sera avec grand plaisir. Et voilà. Donc on va commencer par des problématiques très macro. Avec notamment cette allure des productions industrielles. Alors j'ai mis à jour avec le chiffre d'hier publié aux États-Unis, la production industrielle américaine jusqu'au mois d'août, donc qui est en bleu. Je prends des données lissées sur 3 mois que je compare au premier semestre 2008. Ça donne toujours une allure intéressante. Alors on voit effectivement que aux États-Unis, l'indicateur est très proche du niveau qui était observé en 2008. On n'y est toujours pas, ce qui montre bien la profondeur de la crise. Et puis vous avez en dessous l'Allemagne en orange, qui est à 5% encore en dessous du niveau de 2008. La France, la Grande-Bretagne et la zone euro qui est entre 86 et 88%. Et puis tout en bas, l'Italie à 75%, 76%, et l'Espagne à 74% à peu près du niveau qui était le sien en 2008. Donc il y a deux choses qui nous intéressent sur ce graphique. Un, c'est d'avoir une vision quand même de l'allure de la production industrielle, et on voit que ça reste une dynamique très, très fragile, même en Allemagne, hein, puisque vous voyez qu'en Allemagne, le niveau de la production industrielle est encore inférieur à ce qu'on avait à l'été 2011, hein, ici. Donc on n'est toujours pas sur une dynamique très robuste sur l'économie allemande. Et puis pour les autres, pour la zone euro, pour l'Angleterre, pour la France, et encore plus pour l'Italie et l'Espagne, eh bien depuis cette période-là, on n'a toujours pas redressé la barre. Et malgré des indicateurs d'enquête qui étaient plutôt bons à partir de juin, juillet, eh bien on n'a pas encore une conversion, si je puis dire, de ces données macroéconomiques, de ces données d'enquête, en données de production industrielle. Donc ça, c'est un point sur lequel il faudra être attentif, mais je ne suis pas forcément inquiet, parce que généralement, et sur une période assez longue, hein, les indicateurs d'enquête que l'on regarde et que l'on cale sur les productions industrielles sont généralement assez stables. Et donc, je pense que le raté du mois de juillet sera compensé par la suite. C'est ce qu'on avait vu, hein, rappelez-vous, sur la zone euro, il y a 2 semaines, hein, sur l'évolution de
des indicateurs de commande dans l'enquête market et l'évolution de la production industrielle sur 3 mois. On a une cohérence qui est extrêmement forte et ce phénomène devrait continuer de jouer. Donc je suis pas particulièrement inquiet, mais il faut être attentif parce que ça tarde un petit peu à rebondir. Donc voilà, c'est un premier point que je voulais évoquer. On voit bien aussi, et c'est juste une remarque en passant, que les processus européens et américains sont quand même assez différents. La progression ici de la production industrielle américaine, hein, qu'on peut regarder ici, hop, c'est quasiment une ligne droite. Non, on va essayer de prendre un truc propre quand même. Hop. Voilà, on va faire à partir de ça. Hop. Si on regarde ici, on a quasiment on a quelque chose d'assez linéaire, hein, on ne va pas partir forcément d'ici. Bref, je ne suis pas très doué pour le dessin, donc on ne va pas en faire. Et par contre, sur l'Europe, on a quelque chose qui est assez chaotique, même pour l'économie allemande. Donc on voit bien ici une différence très simple. Autre point qu'on regarde, hein, quand on regarde la zone euro, on a eu un indicateur important qui était celui de l'emploi. On est toujours, pour le 8e trimestre consécutif, en repli de l'emploi au sein de la zone euro. Et on voit bien que l'indicateur d'enquête, la courbe violette ici, reste assez, ne traduit pas encore de stabilisation immédiate de l'évolution de l'emploi. Donc c'est effectivement un indicateur retardé par rapport aux indicateurs macro, mais c'est un point sur lequel on doit être forcément attentif. Un aspect sur l'économie italienne, on a eu la décomposition du PIB italien jusqu'au 2e trimestre. C'est pas franchement rassurant. On a un PIB qui s'est contracté d'1,2%, un acquis de moins 1,8 jusqu'à la fin du 2e trimestre, donc des données qui ne sont pas bonnes, et on aura probablement une croissance qui sera aux alentours de moins 1,7, moins 1,8 si on est optimiste sur la fin d'année, mais ça n'a rien d'exceptionnel. Ce qui me préoccupe, moi, que je regarde ce graphe, c'est que toutes ces données ici, voilà, tout ça, depuis 10 trimestres, toute la demande interne reste négative. Alors, c'est un peu, les mouvements sont un petit peu moins forts au 2e trimestre 2013, mais on voit bien l'inflexion très brutale et très profonde, très durable de la demande intérieure en Italie, que ce soit via la consommation en bleu, que ce soit via l'investissement en rouge. On a depuis le début de l'année 2011 quelque chose qui est très négatif et très préoccupant. Ça, c'est vraiment le point sur lequel on doit être attentif. Et c'est ce phénomène-là qui inversera la tendance en Italie. Pour l'instant, on n'est pas encore dans cette situation. Alors, on a vu que les indicateurs d'enquête étaient meilleurs en Italie, tant mieux, mais l'impact en termes de consommation, en termes de demande interne et de dynamique, va être très longue à se mettre en place. Juste un point qui moi me paraît préoccupant quand on regarde la demande interne privée, c'est-à-dire la consommation des ménages et l'investissement. On est aujourd'hui aux alentours de 12% en dessous du niveau de 2008. Alors, c'est un mouvement extrêmement fort, un repli extrêmement fort, et si on prend comme référence voilà, 12%, si on fait une progression de 2% par an, au mieux, pour retrouver le niveau d'avant-crise, si on fait un calcul très simple, il faudra 6 ans pour retrouver ce niveau d'avant-crise. Or, l'économie italienne progressait avant la crise de l'ordre de 1% en tendance, un peu plus de 1%. Donc ça veut dire que si on retrouve l'allure antérieure, eh bien il faudra, pour que le consommateur retrouve son même niveau de consommation qu'en 2008,
que l'entreprise et les ménages retrouvent leur niveau d'investissement d'avant 2008. Si on fait une combinaison de tout ça, ben, il ne faudra pas forcément loin d'une dizaine d'années. C'est quelque chose de très spectaculaire et une mesure directe des efforts à faire, des changements à opérer pour que effectivement la situation s'améliore de façon plus rapide. Alors, c'est le cas de l'Italie, c'est le cas de l'Espagne aussi, qui a des chiffres très, très négatifs. C'est moins vrai pour la France, c'est moins vrai pour l'Allemagne, mais on voit bien à la fois le choc qui a été observé et l'effet de persistance que cela engendrera, à la fois sur la satisfaction des Italiens ou des Espagnols, mais aussi l'impact que cela aura sur les finances publiques. On sait que, notamment en Espagne, on a eu des chiffres ce matin sur les déficits publics qui sont un petit peu plus, un peu plus dégradés que ce qui était attendu. Et donc, si vous êtes très lent pour retrouver une allure de croissance satisfaisante, eh bien, vos finances publiques s'en trouvent dégradées. Et donc, on a une combinaison ici sur laquelle il faut être attentif, parce que ça va peser très lourdement et ça va tirer l'ensemble de la zone euro vers le bas. Alors c'est aussi une façon de dire autrement la nécessité de mettre en place des réformes qui permettent de retrouver une allure de croissance un petit peu plus robuste que celle qu'on a aujourd'hui, que ce soit en Italie ou en Espagne. On est toujours sur des chiffres négatifs et ce phénomène-là va être très long à résorber. C'est ce que je voulais juste dire sur cet exemple italien. Et donc, même si spontanément l'économie italienne retrouvait une allure de croissance similaire à celle d'avant la crise, eh bien, il lui faudrait une dizaine d'années pour retrouver le même niveau de demande intérieure. C'est extrêmement long et voilà, c'est ce point-là que je voulais évoquer. Et c'est en phase avec une autre problématique que je voulais indiquer, c'est celle de l'évolution de l'inflation en Grèce. Non pas enfin, ça pose deux problèmes majeurs. Le premier problème, c'est on a effectivement une évolution des prix négative. On est à moins 1,3% en Grèce au mois d'août, et on voit que depuis le début de l'année, cette situation se dégrade. Alors, une remarque, la première, c'est que on ne pourra pas avoir une amélioration des ratios déficit ou dette sur PIB dans cette configuration-là. On sait qu'on est toujours en phase de contraction de l'activité. Donc vous avez, quand vous regardez le PIB global, le PIB nominal, vous avez une contraction de l'activité réelle et vous avez une contraction des prix. Donc le PIB nominal diminue et le ratio dette sur PIB, par exemple, va être pénalisé par un dénominateur qui va se contracter rapidement. Et donc même si vous faites des efforts considérables sur les finances publiques, et les Grecs en ont fait, puisqu'ils vont être probablement en solde primaire excédentaire cette année, donc solde budgétaire hors paiement d'intérêt sur la dette, et malgré cela, ils vont avoir on aura malgré tout des chiffres dégradés et pas probablement, le chiffre de dette sur PIB va continuer de se dégrader. Et donc ça suggère, ça nécessite une intervention européenne pour casser ce phénomène. Et j'espère que l'élection allemande permettra une fois que ce sera passé, permettra d'accélérer ce phénomène. Pourquoi? Bien parce que cette situation sur les prix se traduit aussi, je l'avais évoqué une fois, c'était un papier du Journal of Economic Perspective dont j'avais parlé, mais en Grèce spécifiquement, cette baisse de l'inflation se conjugue aussi avec une baisse du salaire nominal. Donc on a quelque chose de très violent parce que le salarié grec, plus que les autres, voit son salaire nominal baisser. Et on avait vu dans ce même numéro du Journal of Perspective Economics que les salaires en Espagne, en Italie ou au Portugal ne baissaient pas. C'est le cas en Grèce.
Et un des points sur lesquels on doit être attentif, on l'avait évoqué il y a quelque temps, mais c'est un point sur lequel il faut à nouveau probablement être attentif, c'est que si vous êtes dans cette configuration, si vous avez fait, si vous faites beaucoup d'efforts, mais que votre pouvoir d'achat diminue parce que votre salaire nominal baisse et que l'inflation baisse, mais ce qui a un caractère déstabilisant. Si vous avez fait beaucoup d'efforts pour améliorer vos finances publiques, mais que celles-ci ne sont pas reconnues à leur juste valeur d'une certaine manière, parce qu'on est dans une dynamique déflationniste, on ne peut pas exclure, et c'est pour moi un des points sur lesquels il faut être extrêmement attentif, on ne peut pas exclure qu'il y ait des tensions sociales, politiques, fortes au sein de cette économie grecque. On sait qu'il y a eu la dernière fois l'apparition de Aube Dorée au Parlement grec, faisant de telle sorte que on puisse éviter cette situation, et les Européens de ce fait-là doivent intervenir d'une manière ou d'une autre. Voilà, voilà, je voulais évoquer cette question parce que l'inflation grecque m'en donnait l'opportunité, mais c'est une vraie problématique qui est posée parce que ça s'accompagne d'une manière directe d'une situation de réduction des salaires. Hein, on a un accompagnement. Les Grecs n'ont pas un endettement privé très important, donc on n'est pas dans une situation à l'espagnol, par exemple, mais soyons attentifs à ça. Et soyons attentifs aussi à d'autres pays qui aussi ont des évolutions de prix très négatives. Hein, je pense à Chypre, à Malte, et même à l'Espagne quand on regarde hors fiscalité. Un mot sur l'Allemagne. On a eu ce matin l'indicateur ZOO. Alors vous avez ici la composante des deux indicateurs, l'indicateur de situation courante, l'indicateur d'anticipation. Alors l'anticipation, c'est ce qu'on observe généralement, ce qu'on note plutôt comme l'indicateur ZOO. Moi, je préfère regarder les deux composés. Hein, c'est une moyenne simple des deux, et on constate effectivement que l'indicateur est assez fort. L'indicateur rebondit avec une amélioration à la fois de la situation courante, hein, c'est la courbe bleue ici, et des anticipations. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est cette cohérence dans l'allure entre l'évolution de l'indicateur ZOO, ici en violet, et l'évolution du PIB allemand, qui est en bleu. On a des signaux qui sont plus favorables. On avait évoqué cette question déjà sur l'IFO. L'indicateur ZOO donne aussi un signal intéressant sur l'évolution de l'économie allemande. Je ne suis pas sûr qu'on aille à 4% forcément de croissance de l'économie allemande dans les mois qui viennent, mais on a des signaux qui traduisent, qui reflètent une économie allemande plus robuste. On l'a par cette enquête ZOO, on l'avait par l'enquête IFO du mois d'août, on l'a par l'enquête PMI jusqu'au mois d'août. Voilà, les signaux se multiplient d'une économie allemande qui va un peu mieux, qui va contribuer très certainement à la croissance européenne. Quelques mots sur la France. On a eu la semaine dernière des chiffres d'emploi. On a eu deux chiffres la semaine dernière sur la France, l'emploi et l'inflation. J'ai commencé par l'emploi, avec un repli de l'ordre de 0,9% au deuxième trimestre. On avait eu une relative stabilisation au premier, on le voit ici sur le graphe, et puis une rechute. Depuis le point haut de 2011, hein, on avait eu un début de reprise, et puis la situation s'était étouffée. L'emploi a baissé d'1,05%. Sur la même période, le PIB a progressé de 0,4%, mais on voit que depuis début 2012, hein, jusqu'au deuxième trimestre 2013, on est à zéro. Donc on n'a pas une activité très robuste, mais cette activité très robuste est cohérente avec une baisse de l'emploi. C'est un point sur lequel il faut être attentif. Alors, quand on regarde le détail de ces évolutions d'emploi, le point qui nous préoccupe le plus, c'est qu'on a eu au deuxième trimestre une baisse significative de l'intérim, et généralement, cet indicateur est un bon signal de l'évolution future
de l'emploi et de l'activité. On a pas mal d'éléments qui suggèrent que l'activité pourrait être un petit peu meilleure. Cet indicateur sur l'intérim est quelque chose qui aujourd'hui, que je trouve aujourd'hui très préoccupant parce que généralement c'est un signal fort et cohérent dans le temps. Donc voilà, c'est un point sur lequel je voulais être attentif. Alors, deux choses pour revenir à ce qu'a évoqué François Hollande dimanche soir. Sur les questions du retournement du chômage, c'est un point qu'on a déjà évoqué, que je réévoque un instant ici. On pourra au mieux, sur cet indicateur d'emploi, avoir une stabilisation autour de la fin d'année. C'est pour ça que j'ai mis ici ce graphique entre l'enquête en violet de PMI Market, la partie emploi de l'indicateur, et puis en bâtonnnet l'évolution trimestrielle de l'emploi. Et on voit qu'effectivement, sur le mois d'août, l'indicateur d'enquête a tendance à s'approcher de 50. Si effectivement on reste sur cette dynamique, eh bien, l'emploi pourrait tendre à se stabiliser, même s'il peut y avoir un peu de retard, mais il aura probablement tendance à se stabiliser autour de la fin d'année. Ça ne voudra pas dire que il y aura une amélioration. L'amélioration, ce sera qu'il se stabilise, mais à un bas niveau. Sur le chiffre qu'il faudra regarder pour valider ce retournement de l'emploi, je ne regarderai pas le taux de chômage, parce que le taux de chômage est une variable assez inerte aussi, mais probablement c'est ça qu'il faudra regarder, qui sera mis en avant, c'est le taux de l'évolution des inscriptions à Pôle emploi, qu'on a déjà évoqué largement, qui regroupe à la fois des données liées à l'activité et puis des données de gestion administrative de cette question de l'emploi. Et cette partie-là, il y a deux choses qui sont intervenues. La première, c'est la création de toute une série de contrats qui permettent de réduire le flux d'entrée à Pôle emploi. Ça, c'est un premier point. Et puis, on a observé depuis 3 mois une augmentation des radiations de Pôle emploi. Et donc, on a une accélération assez sensible des sorties, non pas liées à une amélioration de l'activité, mais à une gestion administrative des sorties. Donc, ça pose un petit souci, mais on est dans cette logique et c'est probablement cet indicateur-là qu'il faudra regarder et que François Hollande a réévoqué ce week-end. Sur l'inflation, j'ai mis ici l'inflation depuis 1996, on est sur un niveau très bas d'inflation, 0,9%, c'est ce qu'on voit ici. L'inflation sous-jacente est à 0,6%, j'ai pris l'inflation sous-jacente officielle, on est sur des niveaux qui sont faibles, et quand on regarde le détail, eh bien, on a une composante bien manufacturée qui est négative, un pétrole qui a une contribution nulle, des services en violet ici qui ont une contribution stable à 0,50 et des produits alimentaires qui ont une contribution de 0,3. Donc on n'a aucun facteur, sauf peut-être un peu le tabac, on n'a aucun facteur qui engendre un changement qui laisse imaginer une rupture à la hausse et qui permettrait de s'attendre à une hausse de l'inflation. Quand on regarde les prix alimentaires, moi je regarde, je ne l'ai pas mis ici en graphe, mais je regarde souvent la corrélation entre l'évolution de la composante alimentaire et celle des prix des matières premières alimentaires en euros, et on voit, enfin il y a une assez bonne corrélation entre les deux, même s'il y a parfois quelques loupés, mais ce qu'on constate, c'est que aujourd'hui les prix alimentaires en euros sur un an baissent de 20%, et donc ce sera probablement un facteur de tension à la baisse des prix alimentaires dans les mois qui viennent. Sur le pétrole, on y reviendra juste après, mais globalement, on n'est pas aujourd'hui sur
une situation de tension excessive sur le pétrole. Bien sûr qu'il y a des problématiques au Moyen-Orient, bien sûr qu'il y a des problématiques au Nigeria, pardon, mais on est sur des rythmes on est sur des évolutions de prix qui sont cohérentes, comparables à ce qu'on observait l'année dernière. Donc, on ne peut pas, même avec 108, 110, 112 dollars le baril, on ne peut pas s'attendre à une contribution très forte du prix du pétrole. Alors, j'ai une question de Christian. Je vois sur le titre du slide France dynamique de l'emploi, il doit y avoir une erreur. Non, là on est sur la France. Hein. C'est l'enquête PMI, c'est la composante emploi de l'enquête, et en bâtonnet, c'est l'évolution de l'emploi trimestriel, c'est l'évolution de cet indicateur qui est ici, voilà. Hein, c'est cet indicateur-là que je regarde en évolution trimestrielle et qui est reporté ici, et avec ici l'évolution de la partie, la composante emploi de l'indice PMI Market. Donc voilà, je crois que ça doit être bon, normalement. Ici, donc l'inflation, j'en étais là. Sur les biens et sur les services, je n'attends pas non plus de tension parce que, comme on le voyait précédemment, les chiffres du marché du travail sont modestes. Hein, on n'a pas de revirement, et donc on ne peut pas spontanément s'attendre à une accélération des prix, et même s'il y avait un peu d'amélioration, on peut imaginer que les entreprises pèseraient un peu sur leur marge pour limiter, pour essayer de conserver des marges de manœuvre et des parts de marché. Juste un graphique pour bien visualiser l'évolution de l'indice énergétique qui est ici en violet, celui qu'on regardait précédemment, hein, c'est la contribution, et puis en bleu, vous avez l'évolution du prix du pétrole, et c'est juste pour bien visualiser que cette composante pétrole est importante, et si effectivement on reste aux alentours de 110 dollars le baril, eh bien on va rester à zéro, et j'ai mis le chiffre ici sur le pétrole jusqu'à la fin de la semaine dernière, en moyenne sur début du mois de septembre. Donc on n'est pas là encore sur une contribution qui s'accélérerait de façon significative. Donc voilà, c'était juste à titre illustratif parce que pour bien visualiser aussi la cohérence qu'il y a entre l'évolution du prix du baril de pétrole en euros et l'évolution de la contribution d'énergie au taux d'inflation. Ce que je montre ici sur la France, on le retrouve aussi sur la zone euro ou sur les États-Unis, mais voilà, on a une cohérence assez forte entre les deux, et c'est toujours intéressant de l'illustrer. Alors, changeons je vois que le temps passe vite. J'ai juste mis ce graphique sur le Royaume-Uni, qui est un graphique qui me semble intéressant sur l'évolution de l'emploi. Vous avez trois composantes. Vous avez la composante globale totale, hein, qui est à un niveau d'emploi record au Royaume-Uni. Hein. J'ai pris comme point de départ le point haut de l'emploi avant la crise, et donc j'ai regardé comment les choses avaient évolué depuis, et vous avez sur la courbe violette ici, effectivement, le point haut de l'emploi. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on avait eu sur la période 2011-2012 une accélération très forte du travail à temps partiel, et que cette accélération s'est infléchie, on le voit ici sur cette courbe, qui s'est stabilisée, même qui s'est un peu infléchie à la baisse. En revanche, la partie temps plein s'est accélérée de façon significative. Donc là, on a quelque chose d'intéressant dans la dynamique du marché du travail, et qui, alors même si les temps pleins sont encore à un niveau très inférieur à ce qui était observé avant le pic, on a quelque chose qui est peut-être un peu plus positif. Alors, deux nuances, néanmoins. Une première nuance, c'est que il y a beaucoup dans ces emplois, d'emplois immobiliers,
le marché de l'immobilier est en train de reprendre au Royaume-Uni, notamment sous l'influence, de manière récente, il y a pas mal d'articles et on voit des signaux, notamment sous l'influence des guidance évoqués par Mark Carney, le patron de la Banque d'Angleterre, disant on maintiendra des taux d'intérêt très bas jusqu'en 2016, et donc tout le monde se rue, tout le monde essaye d'avoir de l'immobilier en s'endettant, et on voit, même si le niveau de prix reste modeste au Royaume-Uni, mais on voit un vrai boom sur le secteur immobilier. Alors, deux remarques. La première, c'est que effectivement, ça alimente l'emploi, et je pourrais vous montrer les chiffres. Je voulais les mettre et j'ai oublié, mais on a quelque chose d'assez fort. Et puis, ça se traduit aussi par une augmentation de l'endettement des ménages qui profitent de taux d'intérêt bas. Ces ménages qui étaient déjà endettés, qui se réendettent un petit peu, c'est une des fragilités de cette reprise britannique. On a une composante immobilière qui est forte. Et alors on a vu aussi, on le voyait la semaine dernière, les enquêtes donnent des signaux un petit peu plus forts quand on interroge les chefs d'entreprise. Mais attention, il y a une composante immobilière qui est peut-être un petit peu excessive par rapport à une dynamique globale qu'on devrait avoir sur le Royaume-Uni. Un mot sur les États-Unis. Voilà, hop, ici. Voilà, j'ai mis ici ce graphique sur l'évolution de l'indice Empire State qui est sorti hier, qui est en bleu. Et vous voyez que, comme j'avais souvent évoqué, on est entre 0 et -1 et on n'arrive pas à s'en sortir. L'indicateur ISM est ici, avec jusqu'au mois d'août simplement. On aura le prochain chiffre le 1er octobre, pardon. On a un petit décalage entre les deux. L'ISM est un peu supérieur à sa moyenne. L'ISM est un petit peu supérieur à ce que donnent d'autres indicateurs. Je pense notamment au CFNAI, cet indicateur qui est calculé par la Fed de Chicago sur 85 indicateurs et qui est un petit peu élevé qui est un peu en décalage à la baisse par rapport à l'ISM. Je crains que sur l'ISM, on ait une sorte de faux signal. Soyons attentifs à ça. J'espère que non, mais je crains qu'on y soit parce que ce sont des choses qui arrivent. On l'avait observé par le passé, et donc là on est sur l'ISM, c'est le seul indicateur qui soit vraiment bullish aux États-Unis. Donc soyons attentifs, ne nous laissons pas entraîner, même si on a envie de l'être, par ces chiffres qui sont élevés. Sur les ventes de détail, vous avez ici l'évolution des ventes hors auto et essence, c'est la courbe violette. Globalement, on a été tous un peu déçus quand on a regardé le chiffre de 0,2% pour le mois d'août. Tout le monde espérait un peu plus, de l'ordre de 0,5%. Mais les corrections qui ont été faites sur les 2 derniers mois ont fait que finalement le chiffre n'est pas si mauvais et qu'on est dans la logique ou dans le prolongement de ce qu'on observe depuis le début de l'année 2009. La courbe bleue, la tendance bleue calculée de mars 2009 à août 2013, eh bien, le chiffre de consommation, de dépenses des ménages est assez proche de celui-ci. Alors, on est sur un rythme plus faible que ce qu'on observait par le passé. On était à 5,4% avant la crise, on est à 4,8% aujourd'hui, et on ne retrouve pas une dynamique exceptionnelle de la conso. C'est un peu ce qu'on observait aussi quand on regardait l'évolution de la consommation au global, parce que là c'est juste un échantillon. La consommation au global, je rappelle, au mois de juillet, on n'a pas encore les chiffres d'août, on les aura non pas la semaine prochaine, mais non pas cette semaine, mais la semaine prochaine. On avait un rythme de progression d'1,3% simplement sur les 3 derniers mois, c'est-à-dire mai, juin, juillet par rapport à février, mars, avril. C'est assez faible, on est en taux annualisé. Donc attention, c'est pour moi la composante la plus fragile de la conjoncture américaine, la consommation qui a du mal à redémarrer. Et quand on regarde l'enquête du Michigan, on est revenu assez loin de la moyenne.
Hein, c'est la courbe qui est ici, tout est en écart à la moyenne c'est 0 sur le graphique, on est assez loin, on était revenu très proche, quand on regarde le graphique, alors c'est la première estimation de l'indicateur de Michigan, donc n'en tirons pas non plus des conclusions excessives, il y a souvent des corrections, mais on sent bien quand on regarde le détail qu'il y a une inquiétude sur ce qui va se passer aux États-Unis. On ne perçoit pas d'accentuation des phénomènes d'anticipation robuste qu'on avait pu observer et qui était une des sources de l'amélioration de cet indicateur, notamment les derniers mois. Donc voilà, c'est ce que je voulais évoquer. On a du côté des entreprises des signaux qui sont plutôt positifs, mais qui sont positifs dans l'observation, pas dans l'acte, si je puis dire. On a vu des chiffres d'emploi qui n'avaient pas été très bons au mois d'août. On a vu des chiffres de commandes de biens d'équipement qui ne sont pas très robustes. Et donc, on a cette espèce d'ambiguïté dans le comportement des entreprises, des signaux provenant des enquêtes très forts, des inscriptions au chômage hebdomadaires qui sont assez faibles, qui traduit le fait que les entreprises licencient moins, donc tout ça devrait être des signaux plutôt favorables, mais on ne perçoit pas vraiment d'embauche et les ménages américains sont dans une situation un peu fragile. On le voit à travers les salaires perçus par les ménages, et puis on l'avait évoqué il y a 15 jours, et puis on le voit ici dans l'indicateur. Attendez, j'ai un petit souci avec Christian, désolé d'insister, mais le titre qui apparaît maintenant est États-Unis, indice de confiance de Michigan. Oui, on est passé, on était tout à l'heure sur la France, là on est sur les États-Unis. Il n'y a pas je ne crois pas qu'il y ait d'ambiguïté sur les titres. Je suis désolé, Christian. La prochaine fois, non, mais normalement tout est cohérent entre les indicateurs. Je mets juste le pays normalement en tête de chapitre. Donc non. Dernier point sur l'économie chinoise. Pas grand-chose. L'inflation n'est pas a priori une inquiétude forte. On est à 2,6%. On était à 2,7% en juillet et 2,7% en juin. Donc on a un rythme d'inflation qui est limité. Donc pas d'inquiétude particulière. Ça donne éventuellement des marges à la Banque centrale. Et puis les indicateurs d'activité ne sont pas très bons. Hein, on a eu un chiffre de production industrielle qui a créé beaucoup de commentaires favorables en disant oui, ça va mieux, etc. On est à 10,4%, ça n'est pas spectaculaire. Et puis surtout, quand on regarde les autres composantes conjoncturelles, les ventes de détail hors inflation sont juste un peu supérieures à 10%. Historiquement, c'est assez faible. Et on a ici une illustration de l'investissement des entreprises et de l'investissement immobilier. On est à des niveaux qui sont relativement faibles. Ce que nous disent ces signaux pour l'instant, et ce qu'on avait quand on regardait l'évolution des indicateurs PMI, c'est qu'on est probablement dans une phase de stabilisation sur l'économie chinoise, autour de 7,5%. On n'ira pas beaucoup plus haut. C'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. On avait craint effectivement au printemps une situation plus fragile avec une reprise en main de la politique monétaire par la Banque centrale et de durcir les conditions de crédit, de durcir l'observation sur le shadow banking. Tout ça a été un peu limité, enfin l'action a été assez limitée. La Banque centrale a été plus réduite dans son action parce que effectivement il y avait un risque éventuel de rupture. Alors, politique monétaire US. Donc on attend demain soir une réduction des achats d'actifs par la Fed.
Alors le consensus, parce que personne ne sait très bien ce qui va se passer, le consensus est aux alentours de 10 à 15 milliards, on passerait de 85 à 70, 75 milliards, sans que la Fed nous donne de signaux forts sur la façon dont elle continuera d'acheter ses actifs financiers. Bernanke a été très clair là-dessus, il ne veut pas s'engager outre mesure sur les achats d'actifs. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point qu'on va attendre, c'est l'évolution comment dire, les termes, pardon, qu'utilisera Bernanke dans la façon dont il gérera, si je puis dire, les taux d'intérêt. On sait que Bernanke a donné un certain nombre de signaux sur le fait que les taux d'intérêt ne bougeraient pas avant que le taux de chômage soit à 6,5%, et que, comment dire, et on avait vu au mois de juin que les banquiers centraux américains, les membres du FOMC, n'imaginaient pas une baisse de taux, une hausse de taux, pardon, avant 2015. Donc là, il y a quelque chose d'important, et ce que disait Bernanke, c'est que 6,5, on commence à regarder une évolution des taux, ça ne veut pas dire qu'il y aura spontanément une remontée des taux. Alors, pourquoi ces guidance sont importants? Pourquoi ce profil est important? On l'a sur le graphique qui est présenté ici, c'est la courbe bleue, et vous voyez qu'à partir du mois de mai, j'ai représenté ici l'évolution du taux du 2 ans dans un an, voilà, qui mesure d'une certaine manière une sorte d'anticipation de la politique monétaire. Les dates 1er janvier 2009, ça ne correspond pas, c'est 1er mars 2013. Mais on voit effectivement qu'à partir du moment où Bernanke est intervenu au Congrès à la mi-mai, et surtout depuis son intervention ici, sa dernière conférence de presse, eh bien, on a une inflexion à la hausse très significative des taux attendus demain sur la Federal Reserve. Et ce facteur est important parce que il y a quand vous attendez des taux d'intérêt plus élevés demain, eh bien vos des taux courts plus élevés demain, vos taux longs aujourd'hui sont plus élevés, puisque le taux long est d'une certaine manière une composée de taux courts actuels et futurs, et les anticipations de taux courts futurs, on n'a que des anticipations, mais c'est ça qui va modifier l'allure. Donc ça, c'est un point sur lequel il faut être attentif, quelle guidance Ben Bernanke va donner. Alors on a eu une aide dimanche soir par Larry Summers, puisque Larry Summers a décliné la possibilité d'être patron de la Fed, et c'est important puisque Larry Summers était perçu comme quelqu'un qui n'était pas tenu par les engagements pris par Bernanke et qui aurait pu remonter ses taux d'intérêt dès 2014. Donc voilà, cette situation est écartée. Janet Yellen semble être la principale favorite de la course à la Fed, même si la Maison-Blanche a donné des informations contradictoires à la presse anglo-saxonne. On avait des déclarations comme quoi la situation était était claire pour que ce soit Yellen qui soit patronne de la Fed, et puis il y a eu d'autres déclarations allant dans le sens contraire. Donc pour l'instant, on reste un petit peu dans le flou, mais on n'a pas le sentiment, même si Donald Cohn, qui est un des postulants, a donné des signaux un petit peu plus en écart par rapport à ce que peut dire Bernanke, on n'est plus dans une situation où le futur patron de la Fed, si on regarde les principaux candidats qu'on imagine, il n'y a pas vraiment forcément d'écart majeur pour l'instant entre ce que fait Bernanke et ce que feront les futurs, ce que fera le futur président. Alors, ce point est important pour nous, et c'est ce que je voulais montrer ici. Vous avez la courbe bleue qui représente le 2 ans dans un an aux États-Unis, et la courbe violette qui représente le 2 ans dans un an en zone euro. Et vous voyez que sur ce 2 ans dans un an, on est passé de moins 0,2 à plus 0,4, on est revenu à plus 0,3, donc un mouvement de relèvement assez significatif.
et assez cohérent finalement avec l'évolution du taux du 2 ans dans 1 an aux États-Unis, même si les niveaux ne sont pas les mêmes, on a une allure similaire. Ce qu'on n'avait pas auparavant, hein, là j'ai ciblé, j'aurais pu mettre un graphique un peu plus long, je pense que je vais faire un petit truc là-dessus sur le blog, mais voilà, c'est cette problématique-là à laquelle on est confronté. Ça veut dire que en dépit des propos de Mario Draghi indiquant très clairement que la politique monétaire de la zone euro serait maintenue très accommodante pendant très longtemps, eh bien, les investisseurs ont tendance à suivre ce qui se passe du côté de la Fed, et c'est pour ça aussi que notre situation, nos problématiques européennes sont fortement dépendantes de ce qui se passe du côté de la Fed. Voilà, c'est juste une illustration. Et c'est d'ailleurs ce que disait Hélène Ray. Hélène Ray est une prof d'économie à la London Business School qui est intervenue à Jackson Hole. Et elle disait, voilà, quand on regarde les flux de capitaux, quand on regarde la dépendance des flux de capitaux à une source de politique monétaire, eh bien, généralement, c'est à la politique monétaire américaine qu'il faut relier tous ces éléments, les autres étant un peu dépendants de ce qui se passe aux États-Unis. On a ici, très grossièrement, une illustration de ce phénomène. Donc c'est en cela que la politique monétaire américaine sera importante. Donc on va avoir ça. Donc qu'est-ce qu'on attend? Une baisse des achats. Pourquoi on va l'attendre dès maintenant? Eh bien parce que la prochaine conférence de presse est en décembre, et en décembre, le taux de chômage aura peut-être baissé assez sensiblement aux États-Unis. On se rappelle que Bernanke avait dit le 19 juin qu'à 7% de taux de chômage, il arrêtait tout achat d'actifs financiers. Si on prolonge les tendances, avec notamment une baisse du taux de participation, on ne sera pas forcément très loin de 7%. Donc voilà, ce serait probablement un peu compliqué d'attendre le mois de décembre. Donc on attend ce point-là, et on attend un cadre plus clair, encore plus clair s'il peut l'être, sur l'évolution des taux d'intérêt. On sera forcément attentif aux évolutions, aux nouvelles prévisions qui sont données par la Fed, et au moment où voilà, la statistique donnant le moment prévu par les membres du comité de politique monétaire pour relever les taux d'intérêt. Je rappelle que au mois de juin, on était à la mi-2015. On verra dans le chiffre qui sera publié demain soir si effectivement il y a eu des mouvements ou pas sur cette question. Voilà, donc c'est une situation importante que cette réunion de la Fed. On attend un changement d'orientation de la politique monétaire en mettant en œuvre effectivement une réduction des achats d'actifs. Alors, probablement que demain soir, mais ce sera peut-être un petit peu compliqué, j'écrirai des trucs sur le blog, donc n'hésitez pas à consulter, même tard dans la nuit, demain soir. Mais j'ai un petit doute parce que je serai en bateau, donc ça va être un petit peu compliqué. Mais bon, peu importe. Alors, sur l'immobilier en France, quelques mots. Vous avez ici, alors c'est un document que j'ai commencé à travailler, qui sera probablement publié demain matin ou jeudi matin, je ne sais pas encore. Mais voilà, on va regarder ça avec attention. Il y a déjà un peu de commentaires, il manque encore pas mal de choses, mais il me semblait intéressant, parce qu'on discute de la loi Allure en ce moment à l'Assemblée, il me semblait intéressant d'évoquer ces questions. Alors, vous avez sur le graphique ici à gauche l'évolution des mises en chantier de logements. Alors on démarre en 95, c'est un cumul sur 12 mois, et vous voyez que l'ambition d'être à 500 000 en 2017 est extrêmement forte, sachant qu'avant 96, sur une série qui n'était pas tout à fait cohérente avec celle-là, on était toujours sur un rythme entre 300 et 350 000, qu'on n'a pas atteint les 500 000 en 2007-2008, qui était le point haut des mises en chantier. Donc 500 000, c'est extrêmement ambitieux de la part de Cécile Duflot. Voilà, c'est juste un point que je voulais évoquer. Ici, si vous avez une amélioration jusqu'en 2012, c'est des effets liés au cellier.
et au chantier cellier. Et on voit que les contraintes ayant été plus fortes, l'intérêt un peu moins, eh bien, les mises en chantier ont rechuté à un niveau inférieur à 350 000 sur 12 mois. Et quand on regarde le détail, eh bien, la grande nouveauté, si je puis dire, c'est la baisse très significative des mises en chantier de maisons individuelles, hein, qu'on voit ici en rouge. Les mises en chantier d'appartements ont été, on le voit ici, plutôt tirées par les dispositifs celliers, et on voit ici l'impact que ça a pu avoir. Donc, objectif 500 000, compliqué à mettre en œuvre aujourd'hui. Il va falloir trouver un moyen d'insuffler des changements assez forts. Alors, la loi Allure prévoit la suppression du COS pour densifier le logement, mais ça va poser un problème qu'évoquent systématiquement tous les spécialistes de l'immobilier, qui est que le prix du foncier est déjà très cher, sachant que tout le monde veut habiter à peu près au même endroit, et que dans ces endroits que tout le monde veut habiter, il n'y a plus forcément beaucoup de foncier disponible. Donc ça pose un souci. C'est aussi une question d'aménagement du territoire. Ça fait très longtemps que chacun essaye d'aménager le territoire, mais globalement, tout le monde veut habiter au même endroit parce que les emplois se créent généralement au même endroit, dans les grandes métropoles. C'est là où les dynamiques d'emploi sont les plus robustes. Et donc là, il y a une inadéquation, et je pense que l'objectif de 500 000 sera extrêmement difficile à atteindre. Au regard de l'envolée qu'il y avait eu ici, hein, on était sur une période où le marché immobilier était très vif, on n'avait pas atteint ces 500 000 mises en chantier, donc je pense que c'est un objectif un peu trop ambitieux aujourd'hui. Si on regarde les ventes sont à des niveaux relativement médiocres à la fin du deuxième trimestre. Hein, c'est la courbe violette ici. La courbe bleue est celle est un lissage sur 4 trimestres. On avait eu une remontée assez sensible ici, notamment liée à des effets reflétant des avantages fiscaux. Ces avantages s'étant estompés, eh bien, on a quelque chose qui n'est pas très bon. Et quand on regarde le détail entre appartements en violet et maison, eh bien, on voit bien cette chute de la maison qu'on évoquait tout à l'heure, une sorte de désintérêt, parce que dans l'arbitrage, il était plus intéressant d'acheter de l'immobilier type appartement. En termes de stock, on a aujourd'hui, et c'est un des points sur lesquels il faut être extrêmement attentif, on a des stocks qui sont très élevés. Hein, vous avez ici le graphique, on va regarder la ligne, les bâtonnets sont les mois les stocks, et vous avez en violet ici la ligne, c'est en mois de stock de vente, les stocks en mois de vente plutôt, et on est à 13 mois aujourd'hui, quand on regarde sur les presque 20 dernières années, on est à un niveau élevé. On avait été à un niveau supérieur fin 2008, au moment où la crise immobilière s'est envolée, si je puis dire. Hein. On avait eu un choc au dernier trimestre 2008 qui avait arrêté les transactions. Les stocks étaient montés très vite, ce qui avait incité le gouvernement de l'époque à mettre en place toute une série de mécanismes d'incitation pour éviter que le marché ne s'effondre littéralement. On verra juste après qu'il ne s'est pas effectivement effondré en termes de prix, contrairement à d'autres pays, mais voilà, les dispositifs fiscaux ont permis de liquider les stocks très rapidement, mais aujourd'hui on est à nouveau en constitution de stocks. Il y a, malgré les faibles mises en chantier, on est dans comme les ventes sont très faibles, on n'a pas on a des stocks qui restent, qui sont aujourd'hui très élevés, qu'on soit sur l'appartement ou sur la maison individuelle. Ça, c'est quelque chose d'assez problématique parce que ça n'incite pas spontanément à remettre en chantier de nouveaux logements. Si on regarde les prix, vous avez ici en bleu les appartements anciens, en rouge ici les maisons anciennes, hein, ce qui se revend, en violet ici les appartements nouveaux et en vert pardon, les maisons neuves. Et on voit qu'on a cette allure d'intérêt spécifique sur les appartements
dont les prix continuent de progresser. Et puis pour les maisons, que ce soit des maisons anciennes à la revente ou des maisons neuves, eh bien les prix n'évoluent plus quand on regarde ce graphique. On a la même chose, c'est ce qui n'est pas illogique, quand on regarde sur le graphique de droite pour des indicateurs hors inflation, et on voit même que depuis 2008, le prix des maisons a tendance en termes réels à baisser très légèrement, ce qui n'est pas du tout le cas des appartements. Si on regarde l'évolution en termes de prix sur revenu, eh bien, on constate que on reste à des niveaux extrêmement élevés, que ce soit sur les appartements neufs, sur les appartements anciens, même sur les maisons anciennes, on est à des niveaux élevés. Il y a juste sur les maisons neuves que les choses s'infléchissent un peu, mais partout, les prix sont élevés par rapport à l'évolution des revenus des ménages, ce qui pose un certain nombre de questions d'accès à l'habitat, et notamment pour les primo-accédants, ceux qui n'ont pas un bien à vendre pour en acheter un nouveau. Les prix aujourd'hui restent extrêmement élevés et problématiques pour l'accès au logement. Et donc la question qui est posée, et que effectivement on a eu à la fois des mécanismes de mutualisation des prix, hein, c'est toute l'incidence fiscale que j'évoquais tout à l'heure, hein, puisque une partie de de la hausse de prix était prise en charge par la fiscalité, donc c'était pas le niveau de prix n'était pas discriminant dans les achats de biens, au moment notamment des lois Sellier, quand les lois Sellier battaient leur plein. Donc le prix a été mutualisé, et puis donc ça c'est un premier point préoccupant. On reste sur des niveaux de prix très, très élevés, et puis on a des niveaux de mise en chantier qui sont assez faibles, et donc malgré les stocks, on n'arrive pas à baisser, parce que finalement les situations sont faites, les incitations ne sont pas suffisamment fortes pour produire. On s'interroge beaucoup sur les loyers, on s'interroge beaucoup, la loi Allure s'interroge beaucoup sur les loyers, mais la vraie problématique, c'est celle de la construction, et donc les loyers qui vont être encadrés, qui vont être dont le prix va être dans le prix médian sur certaines zones, va être défini par le préfet. Ça pose quand même un certain nombre de questions, parce que, comme on l'observe, on l'a tous observé, quand on cherche un logement, les prix peuvent être très différents en fonction des qualités même de l'appartement ou de la maison, et donc ces éléments, à mon sens, ne créent pas les justifications d'une fluidité supplémentaire du marché et d'une incitation à construire davantage. Et c'est peut-être ça le souci, parce que les prix aujourd'hui sont extrêmement élevés, et gérer la problématique des loyers ne permettra pas de gérer la problématique des prix et d'améliorer la situation des primo-accédants. Donc voilà ce que je voulais évoquer en termes de... Alors ici vous avez une comparaison entre les prix de l'immobilier, le prix du CAC, le revenu des ménages et l'inflation, et on voit effectivement que même si on peut toujours dire le point de départ est un peu excessif pour les prix immobiliers, parce qu'on démarre en 96, les prix étaient bas, etc. Possible, mais on n'a pas sur l'immobilier de fluctuations fortes, contrairement à ce qu'on a pu observer sur d'autres pays, dans d'autres pays. On reviendra sur ce graphique juste après, hein, quand on regarde l'évolution des prix ici au sein des pays européens. La France est juste ici, son prix a peu évolué, mais vous avez des pays qui ont connu des tensions fortes sur l'immobilier, l'Irlande, l'Espagne, la Grèce, les Pays-Bas, et tous ces pays ont vu leurs prix baisser de façon significative. Ça n'a pas été le cas de la France, qui a eu des tensions assez fortes sur ses prix. Hein, on l'a vu en regardant l'allure des prix précédemment, mais sans qu'il y ait d'ajustement après. Les pays comme l'Autriche, comme l'Allemagne, dont les prix commencent à grimper, sont des pays qui n'avaient pas, on le voit ici, l'allure
les prix allemands qui sont ici avaient très peu évolué depuis le début des années 2000. Pareil pour l'évolution pour les prix autrichiens. Là, on a un intérêt un peu particulier. Il y a un intérêt un peu particulier, mais il n'y avait pas on n'était pas sur des situations de bulles. Donc, on est sur des formes de prix très différents. Mais on voit que du côté des pays où il y a eu des bulles immobilières, comme c'était le cas sur la France, eh bien, les prix sont ajustés, parfois très violemment. C'est le cas de l'Irlande notamment, ou de l'Espagne. Ça n'a pas été le cas de la France. Et donc, cette question du logement, cette question de l'immobilier reste très directement problématique parce qu'on n'a toujours pas immédiatement de solutions qui sont proposées, qui permettraient effectivement de construire davantage et dans des lieux où il y ait des emplois. C'est pas sur cette logique-là qu'on s'inscrit aujourd'hui. Et alors, c'est pas une critique spécifique de la loi du flot, mais c'est une problématique plus globale qui est celle qui est une problématique d'aménagement du territoire de longue date où chacun veut habiter au même endroit, mais dans ces endroits-là, il n'y a pas beaucoup il n'y a plus beaucoup de terrain disponible ou ce qui pose un certain nombre de questions. Alors il y a des villes, je n'en citerai pas mais où il y a effectivement des prix d'immobilier qui baissent de façon significative et qui traduisent, qui reflètent une absence de tension sur l'activité, une absence de perspective d'emploi, et ces situations-là ne vont pas s'améliorer, mais construire pour l'instant dans ces villes ne sert à rien puisque ça n'a pas d'attrait particulier en termes d'emploi. Donc là, il y a une vraie problématique qui est posée, et donc la question à laquelle on doit réfléchir, c'est est-ce qu'il faut mettre des contraintes supplémentaires sur le marché immobilier ou est-ce qu'il faut le laisser fonctionner de manière un peu plus libre? C'est une question qui pour l'instant n'a pas trouvé sur le plan théorique de réponse, mais le gouvernement, lui, préfère encadrer les loyers parce que si effectivement tout le monde veut habiter au même endroit, il risque d'y avoir des pressions assez fortes sur les loyers, mais on rentre dans une logique un peu administrative qui n'est pas forcément toujours très efficace. Voilà ce que je voulais évoquer. Dernier point quand même sur l'immobilier, avec ici en violet l'évolution du taux 10 ans, parce que le taux 10 ans est remonté un peu en Europe, c'est la moyenne du mois d'août ici, et vous avez en bleu ici, avec un décalage de 5 mois, l'évolution des taux de crédit à l'immobilier, tels qu'ils sont reportés par la Banque de France. On voit que c'est assez cohérent et que pour l'instant, a priori, la remontée des taux, même si on est un petit peu au-dessus en début septembre, n'est pas encore préoccupante pour l'évolution des taux immobiliers. Voilà ce que je voulais évoquer avec vous. Je ne sais pas s'il y a des questions, Ingrid. Eh bien, s'il n'y a pas de questions, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, probablement dès demain soir sur le blog, et puis la semaine prochaine pour une nouvelle conférence call. Au revoir à tous.